Donc, c'est un plaisir d'accueillir Valentin de Bortoli. Donc, Valentin est chercheur à Google DeepMind et c'est un des experts internationaux qui ont énormément contribué sur la compréhension mathématique de ces équations, leur extension sur des variétés pour beaucoup d'applications, et puis surtout aussi le lien avec les ponts de Schrödinger dont il va nous parler aujourd'hui. Donc merci beaucoup Valentin de faire cette exposition. Merci pour l'invitation. Donc c'est vraiment parfait que je parle maintenant juste après le cours de ce matin, puisque en fait la plupart des choses dont je vais parler en fait sont des extensions directes, enfin pas forcément très directes, mais c'est des extensions de tout ce qu'on a évoqué sur les modèles de diffusion, etc. En fait, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est comment aller plus loin que les modèles de diffusion. En fait, jusqu'où on peut pousser ces modèles. Dans un sens que je vais expliquer dans 2-3 slides. Mais ce que je veux dire ici, c'est que jusqu'à maintenant, on a présenté des algorithmes, enfin ce que Stéphane présentait tout à l'heure, ce sont des algorithmes de generative modeling, de modèles génératifs, donc c'est-à-dire où le but c'est de produire des données, enfin de produire des nouvelles données. Bon, ensuite vous verrez si c'est mémorisé ou pas, s'il y a de la généralisation, etc. Mais le but principal, c'est on a une distribution de données et je veux produire des nouveaux échantillons de cette donnée. En machine learning et en fait en deep learning, et dans plein d'applications scientifiques, c'est pas forcément ça qu'on veut faire. En fait, même j'ai envie de dire que dans la plupart des applications, on n'a pas juste envie de générer des données. Ce qu'on a envie de générer, en fait, c'est étant donné, je sais pas moi, une donnée qui est bruitée ou alors d'une information partielle, on a envie de retrouver la donnée. Et donc ça, vous voyez qu'ici, là, on est dans un cadre qui est un peu plus global et un peu plus compliqué que les simples modèles génératifs. Alors, sachant que le problème de generative modeling est déjà compliqué en soi. Mais donc voilà, donc ce que je veux vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un peu... Donc je vais prononcer le mot problème inverse, je ne vais pas vraiment le reprononcer après, mais c'est un peu pour vous donner une idée en fait, de ce contexte plus large dans lequel on peut se placer quand on fait des modèles génératifs. Voilà, on verra des liens avec le transport optimal. Donc bon, il y a pas mal de slides ici qui sont... sur lesquels je vais passer assez vite parce que c'est des choses qui font partie de votre cours, mais bon, c'est vraiment juste pour enfoncer le clou. Donc ici, tout ce dont je vais parler, ça va être des choses qui vont être liées au diffusion model. Donc vous avez vu un peu toutes les approches, on va dire, précédentes dans les cours précédents. Un point que je veux quand même, sur lequel je veux insister un petit peu, c'est que ces approches, par exemple avec les VAE ou les approches avec les normalizing flow, alors peut-être moins avec les GAN, on peut voir les diffusion models comme un cas limite des VAE, en parlant de hierarchical VAE, et on peut voir les diffusion models comme un cas limite des normalizing flow. Donc ce que je veux dire, c'est que bien qu'on ait des setups un peu, enfin des frameworks un peu différents, et qu'on ait l'impression que les diffusion models ont tout révolutionné, c'est vrai dans une certaine mesure, mais en fait, il y a quelques ingrédients clés des diffusion models qui ensuite, ensuite on peut relier ça au normalizing flow, au VAE. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est juste pour dire que ces différents domaines sont moins éloignés qu'on ne le pense. Ok. Bon, et dans tous ces cas, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est ce que Stéphane expliquait il y a quelques minutes, c'est qu'on est en train d'envoyer un échantillon gaussien, ici, sur une image. OK. Alors, bon, ça, je vais passer très vite aussi. Pourquoi on s'intéresse aux diffusions, c'est parce que c'est, je pense, maintenant le state of the art. C'est vraiment l'état de l'art dans un nombre de modalités qui est assez gigantesque, donc en images, en vidéo, en musique, mais pas que. Notamment, moi, une application qui m'intéresse beaucoup, c'est les applications de protein modeling. Donc, si vous avez entendu parler de AlphaFold ou de Rosetta Fold, qui sont des algorithmes en fait pour générer des nouvelles protéines. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on peut aussi appliquer des algorithmes de diffusion pour faire ça. Bref, je ne m'étendrai pas vraiment là-dessus, mais c'est juste pour dire que les diffusions sont partout. Elles marchent extrêmement bien. Un des avantages en fait aussi pour lesquels, alors que je pense qu'il n'est pas forcément évoqué
parce qu'on a des très beaux algorithmes ici, je veux dire, on a la formule de Tweedy, on s'amuse avec Fokker-Planck et les Ornstein-Uhlenbeck, mais en fait, quelque chose qui est central pour ces modèles et pour ensuite qui intéresse beaucoup les ingénieurs, du moins quand on va mettre ça en pratique, c'est le fait que à la fin des fins, c'est des algorithmes qui sont extrêmement simples à implémenter. C'est-à-dire par rapport à un GAN, où dans un GAN, on a une sorte d'équilibre entre un problème de maximisation, un problème de minimisation, on a un problème de game theory, etc., qui rend le training assez instable. Ici, quand vous regardez ce que vous faites, à la fin des fins, lorsque vous entraînez votre réseau de neurones, c'est simplement un problème de régression. Donc ça, en fait, c'est très simple à implémenter, ça scale extrêmement bien, dans le sens où vous allez pouvoir... vous n'allez pas vous poser trop de questions sur des problèmes de communication entre devices, etc. C'est la simplicité de cette approche a permis qu'on puisse étendre ça à des résolutions qui sont si grandes. Voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose à garder en tête, c'est que oui, on pourrait sans doute faire marcher des GAN et obtenir des images de GAN qui soient aussi bien que celles-ci maintenant. Le problème, c'est qu'entraîner un GAN, c'est incroyablement plus difficile que d'avoir une loss de régression L2. OK. Donc moi, les problèmes qui m'intéressent, c'est des problèmes où on ne cherche pas forcément à partir d'une gaussienne. Alors, pourquoi on voudrait faire ça ? Eh bien, on voudrait faire ça dans des cadres où, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, un exemple de ce qu'on appelle de domaine transfert, où je vais avoir des images, disons des images de Tokyo, des images de Paris, et maintenant je vais vous donner une image de Paris, et je veux trouver l'image de Tokyo qui correspond le plus, d'accord ? Le plus dans un sens que je vais définir. D'accord ? Et là, vous voyez maintenant que vous n'êtes plus dans un cadre, encore une fois, dans un cadre de modèle génératif, parce que ma distribution de départ, c'est les images de Tokyo, ou les images de Paris, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Mais dans les deux cas, vous n'avez pas une distribution gaussienne que vous pouvez modifier pour obtenir vos images de Paris. Vous avez deux distributions d'images. D'accord ? Alors ici, je prends un cadre, c'est vraiment un cadre illustratif ici avec juste des images, des photographies et du domaine transfert. Alors bien que ça ait des applications, ce genre de choses-là pour les images, on a aussi il y a des applications plus réelles en sciences, donc j'en montrerai quelques-unes sur pourquoi on voudrait être dans ce cadre-là. Donc ça, c'est ce que j'appelle un problème de transfert. Donc transfert, c'est assez clair pourquoi on fait du transfert ici, mais c'est du transfert non appairé. Alors pourquoi, donc ce que j'ai écrit en haut, unpaired data to data translation. Alors pourquoi unpaired ? Parce que il y a un autre cadre qu'on pourrait regarder. Donc j'en parlerai un petit peu parce que c'est, on va dire, une étape pour aller dans le cadre non appairé, qui est le cadre où on serait en fait avec le cadre appairé, donc dans le cadre où on voudrait transférer des images, mais dans mes datasets, j'ai accès à des paires d'images. Donc je vais faire un petit dessin ici pour bien expliquer ce qui se passe. Donc ici, par exemple, dans le cadre de mes images de Tokyo et de Paris, j'ai accès à un premier dataset avec ici des images de Tokyo et un deuxième dataset avec des images de Paris. Mais je ne sais pas si je prends une photo ici, je ne sais pas quelle est la photo qui correspond ici. On m'a juste donné deux datasets, on m'a juste donné un gros sac de photos et un gros sac de photos numéro 1, un gros sac de photos numéro 2, et c'est tout. Donc ça, c'est le cadre non appairé, qui est le cadre sans doute le plus difficile. Le cadre appairé, c'est par exemple, ici, je ne sais pas, vous avez des images, on va dire, blurry de chiens. Et ici, vous avez les images propres, d'accord ? Donc vous avez aussi un problème de transfert. Donc ici, le problème de transfert, ça va être de restaurer en fait des images de chiens, j'en sais rien ici. Mais la plupart du temps, donc ici, on voudrait partir d'une image de chien blurry pour arriver à une image de chien qui est plus clean. Mais la plupart du temps, donc ça, c'est vraiment un exemple de problème inverse, d'accord ? Et dans ce cadre de problème inverse, le plus souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a accès à des paires. Donc, c'est-à-dire que si je vous donne une image
de chien qui est blurry, je vais avoir dans le dataset clean l'image de chien clean qui correspond. D'accord ? Ça, c'est une différence qui peut paraître anodine, mais ça change complètement le type d'algorithme et la difficulté des problèmes ici. D'accord ? Parce que ici, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on a juste à apprendre ? Ici, on a juste à apprendre, étant donné une image blurry, comment retrouver l'image clean. Mais je veux dire, j'ai juste à suivre, en fait, enfin juste, c'est déjà assez compliqué, mais les différents paths me sont d'une certaine manière donnés, parce que je sais, étant donné le point source, je sais, si j'ai un point source du dataset, je sais quel est le point d'arrivée. Ici, c'est complètement différent, parce que ce point-là pourrait être appareillé avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Il y a pas mal, ici, il y a un choix en fait à faire. Et donc du coup, ici, non seulement on essaie d'apprendre un flow, d'accord, comme on fait dans les cas des modèles de diffusion, mais on essaie d'apprendre un flow, et deux, d'apprendre le flow qui va faire le plus de sens pour une certaine métrique. D'accord ? Donc c'est en ça que ces problèmes-là sont plus compliqués que des modèles de problèmes génératifs. Donc encore une fois, on va faire par ordre de difficulté croissant. Donc ici, on pourrait dire on part d'une gaussienne et on arrive à un dataset. Donc ça, c'est ce que j'appelle le générative, enfin ce qu'on appelle le plus couramment le generative modeling. Donc ici, c'est un transfert entre une gaussienne et des données. Ensuite, si on passe au un peu plus difficile, on a le transfert entre deux data distributions, mais dans le dataset, on me donne des paires. Et le dernier problème qui est le plus difficile, c'est un problème de transfert où on ne nous a pas donné des paires d'exemples. D'accord ? Okay. Bon, ça, moi, c'est ce que je regarde. Et c'est ce genre de problème-là que je veux essayer de comprendre dans ma recherche. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Alors, je vais passer peut-être sur ces trucs-là. Voilà, il y a pas mal d'applications qui requièrent de faire ça. Donc je vais en citer juste quelques-unes, mais dans les derniers exemples que je montrerai à la fin de mon talk, ce sera sur une autre application. Mais par exemple, une application, là, donc c'est celle que je vous montre tout en haut, c'est de transformer des images de type SAR en des images qui sont des images optiques. Donc c'est vraiment du domaine transfert, sauf qu'au lieu d'avoir des images de Tokyo et de Paris, vous avez de différents types d'images. D'accord ? C'est aussi utilisé pour ce qu'on appelle le speech enhancement. Donc ici, qui va être en fait de lier de l'audio, d'accord, de l'audio qui va être noisy à de l'audio qui va être enhanced, donc restauré. Donc c'est encore une fois des problèmes de restauration, où ici on va être aussi dans ce cadre qui est unpaired. D'accord ? On a aussi des problèmes en science, donc tout à la fin, donc c'est ce que j'avais dit, j'en parlerai. Donc on parlera de problèmes de simulation de climat. D'accord ? Voilà, ça c'est un petit peu pour la motivation. Donc, juste pour finir cette petite intro, les choses qui sont importantes, le take-away message ici, c'est que quand on parle de generative modeling, on est sur une tâche qui finalement est assez simple, transfert de Gaussien vers données. On peut faire du données vers données, enfin, je vais vous montrer comment faire du données vers données avec des données appairées, sachant que moi, le problème qui m'intéresse à la fin des fins, ça va être de vous expliquer comment résoudre ce problème-là, qui est un problème qui est plus compliqué que les deux autres, parce qu'on doit apprendre le flow et on doit apprendre parmi une multitude de flows, on doit apprendre le flow qui y correspond. OK ? OK. Alors pour ça, là, le candidat, le usual suspect pour cette approche, c'est le transport optimal. Donc le transport optimal, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh ben, le transport optimal, il va nous résoudre en fait exactement le problème de données unpaired. Donc c'est-à-dire que si je me donne deux probability distribution P0 et P1, donc que je vais fixer, donc par exemple mes images de Tokyo, mes images de Paris, le problème de transport optimal, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va trouver ce qu'on appelle un transport map, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va transférer x0, donc ma densité x0 sur ma densité x1, donc c'est une fonction déterministe qui transforme x0 en x1. Donc ça, il y en a plein, comme je disais, des transports comme ça. Hein. C'est toutes les flèches que j'ai faites ici. D'accord ?
et on le veut, donc là maintenant c'est la partie optimale du optimal transport. On veut trouver en fait le t qui est optimal dans le sens où ça va minimiser. Donc ici j'ai choisi le coût quadratique, on pourrait choisir d'autres coûts. C'est-à-dire qu'on veut minimiser le déplacement. C'est-à-dire que je veux avoir deux conditions. Je veux que t me pousse P0 sur P1 et je veux aussi qu'on minimise le déplacement. Donc c'est-à-dire que si je pars de x0, je veux trouver le x1 qui est le plus proche du x0. D'accord ? Donc globalement, t me transporte une distribution sur une autre. Et ensuite, si je regarde au niveau de chacun des x0, donc je dois essayer de minimiser leur déplacement via t. D'accord ? Donc ça, c'est avec le coût quadratique, on pourrait réfléchir avec d'autres. Donc ça, c'est typiquement le cadre du optimal transport. Et donc vous voyez que si on arrive à résoudre ce problème, donc supposons qu'on arrive à résoudre ce problème, eh ben, en fait, on a résolu mon problème de transfert ici. D'accord ? Alors évidemment, la question qui est super dure à répondre, c'est comment résoudre ce problème ici. D'accord ? Ici, j'ai un problème où c'est un problème très contraint parce qu'en fait, déjà, comment paramétriser, comment trouver tous les transport maps qui vont transporter x0 sur x1, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à faire. Et ensuite, comment on a un problème de minimisation ici, qui est donc, bien que ici le problème ait l'air d'être assez simple, c'est un problème qui est extrêmement contraint. D'accord ? Donc pour résoudre ça, en fait, quand P0 et P1 sont décrits par des mesures empiriques avec un nombre n échantillons, un algorithme pour résoudre ce problème, c'est ce qu'on va appeler l'algorithme hongrois, donc, qui a été étudié depuis les années 30, je dirais. Mais ces algorithmes, en fait, sont très très coûteux. Donc typiquement, ici on va avoir un coût en n cube. On peut en fait relâcher cette contrainte ici, j'en parlerai un petit peu plus tard lorsque j'introduirai le pont de Schrödinger. On peut, si on ne considère pas ce problème-là, mais un problème qui est un petit peu relaxé avec l'introduction d'une régularisation anthropique, donc ça c'était un des travaux de Marco Cuturi, on peut montrer qu'on va arriver à descendre à un coût en n square. N'empêche que le problème ici, c'est que ce soit en n cube ou en n square, quand on est dans des applications de type celles qu'on a de nos jours en machine learning, ça c'est quelque chose qui est vraiment prohibitif. Parce que n, pour vous, ça serait la taille de votre dataset. Donc avoir quelque chose qui est n square en la taille du dataset, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment acceptable. D'accord ? D'un point de vue computationnel, d'un point de vue méthodologie, comment implémenter ces choses-là, c'est vraiment pas du tout évident d'arriver à faire des algorithmes qui scalent quadratiquement avec la taille du dataset. Donc on veut faire mieux. Voilà. Donc le point que je veux vous montrer ici, c'est que quand on arrive ici, on se dit, bon, il y a sans doute quelque chose à faire en utilisant des outils de type deep learning pour en fait essayer de bypasser l'algorithme de Sinkhorn. D'ailleurs, ce que je veux dire ici, ce que j'ai oublié de dire ici, c'est que l'algorithme qu'on utilise ici, c'est l'algorithme de Sinkhorn ou l'algorithme hongrois. On peut, si on essaie de paramétriser certaines fonctions, peut-être qu'on peut faire mieux que ces scaling qu'on a ici. D'accord ? Un autre problème aussi ici que je voudrais mettre en avant, c'est que quand on a présenté le generative modeling, donc ce que Stéphane présentait juste avant, il y a vraiment cette notion de progression. D'accord ? Donc vous aviez une notion de temporalité. On partait de la gaussienne et ensuite la gaussienne elle est modifiée petit à petit pour arriver à la data distribution. D'accord ? Cette chose-là, c'est un point qui est vraiment clé dans les diffusion models, qui est qu'on ne fait pas juste un bond d'une distribution gaussienne à une distribution non gaussienne, d'accord ? Enfin, une distribution des données. Il y a vraiment cette notion on va en fait modéliser des petits sauts et on va en fait unroller, on va dérouler en fait une équation différentielle stochastique. Ici, il n'y a pas du tout cette notion-là. Quand on regarde le problème de l'optimal transport au départ, vous voyez que là, j'ai juste une application, même si vous imaginiez que disons que très bien, on a réussi à faire en sorte de forcer du deep learning dans notre
dans notre approche pour réduire ces coûts, ces scaling ici. Très bien. Mais on a toujours le fait que, ici, on applique une seule fois t. C'est-à-dire on applique t à x0 et ensuite on espère qu'on aura x1 en sortie. Mais ça, c'est super problématique en fait, parce que là, du coup, on sait que ce genre d'approche-là a du mal à marcher, parce que c'est des approches qui ont été faites, par exemple, dans le cadre, si on regarde dans le cadre des VI, dans le cadre des GAN. Le cadre des GAN, on fait exactement ce genre de choses-là, où x0 serait une gaussienne et x1 serait la distribution des données. Et on sait que c'est quelque chose qui est très dur à modéliser, parce que là, vous en demandez beaucoup à votre neural network. Vous demandez à votre neural network qu'il arrive à modéliser, en fait, tous les changements, et vous demandez au neural network de transporter directement P0 sur P1. Alors qu'en fait, quand vous regardez ce que le neural network apprend dans le cadre des modèles de diffusion, il apprend quelque chose qui est beaucoup plus simple en fait. Il apprend une espérance, je pense que Stéphane en reparlera, mais ce que vous apprenez, c'est donc une espérance conditionnelle, et vous n'êtes pas en train de modéliser la distribution de P0 sachant 1, vous n'êtes pas en train de faire des modélisations de la distribution, vous modélisez des espérances conditionnelles dans le cadre des diffusion modèles, ce qui est beaucoup, beaucoup plus simple. D'accord ? Donc, il y a deux problèmes avec là. Quand je présente cette approche-là, il y a deux problèmes. Il y a la première qui est une approche de scaling, okay, donc ça c'est un premier point. Et un deuxième problème, c'est le fait qu'ici on n'a pas de formulation dynamique. En fait, tout ça c'est du transport optimal statique. Et donc, quand je vais présenter les problèmes de Schrödinger, etc., ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire d'abord une formulation dynamique de ce problème. Et une fois qu'on aura une formulation dynamique de ce problème, on pourra introduire du deep learning pour en fait réduire ce scaling par rapport à la taille du dataset. Voilà. C'est un peu le plan d'attaque. Ouais, bon, ça c'est ce que je viens de dire. Donc, ok, ça je vais passer super vite, mais j'en ai besoin, parce que vous venez de voir ça, mais j'en ai besoin pour introduire les notations que je vais utiliser par la suite. Donc, diffusion model, vous venez de voir ça. Vous avez un noising mechanism, donc c'est super parce qu'il est encore au tableau. Donc le noising mechanism, c'est ce que vous avez ici, donc c'est le Hochstein-Uhlenbeck, d'accord. Donc vous voyez que si je l'applique sur mes données, je pars de x0 et j'arrive au bruit gaussien. Et le denoising mechanism, ça va être de partir, donc ça c'est ce qu'on fait pendant l'entraînement, d'accord. Donc pendant l'entraînement de mon neural network, je prends une donnée, je la bruite et ensuite j'apprends un denoiser pour essayer de partir d'ici et retomber sur ma donnée. D'accord ? Donc ça, c'est la loss de régression que vous voyez juste en bas. Donc ça, c'est la partie entraînement. La partie denoising, c'est la partie donc, inférence ou sampling ou échantillonnage, où là, maintenant, vous avez entraîné votre modèle. Le modèle, maintenant, il est fixe ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous partez d'un bruit gaussien et vous utilisez le modèle pour petit à petit débruiter, boum, jusqu'à arriver à un nouveau sample synthétique. D'accord ? Ok, donc ça c'est les bases. Maintenant, en fait, donc c'est juste pour mes notations encore une fois parce que tout est au tableau. Quand vous regardez ce que j'ai au temps t, eh bien en fait ça va être une combinaison linéaire de mon point de données et de bruit. Donc c'est exactement ce que vous avez ici. Là vous voyez que ici, xt, c'est x0 fois un certain coefficient scalaire, donc que moi j'appelle alpha t, fois du bruit, et ici on a un coefficient donc que moi j'appelle sigma t. D'accord ? Alors pourquoi moi j'ai pas écrit exactement les mêmes formules que Stéphane ? C'est ces formules-là que vous voyez, que j'ai écrites, si vous ouvrez un papier de diffusion model, c'est sans doute ça que vous allez voir, et pas la formule de Hochstein-Uhlenbeck. La raison pour ça, c'est que quand on regarde en fait le Hochstein-Uhlenbeck en pratique, donc il y a quelques subtilités qui font que, il n'y a pas tant de subtilités de ça qui font que les modèles de diffusion marchent, mais quelque chose qui est très important, c'est que ici vous avez un Hochstein-Uhlenbeck avec une vitesse de 1. Donc c'est-à-dire que vous voyez là c'est quand même relativement simple. Quand je fais un pas de temps, eh ben je vais retirer kappa xt dans le dt ici. Et je vais rajouter sigma dwt. D'accord ? Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est changer cette échelle de temps et plus ou moins accélérer le temps ou le ralentir. Et l'effet que ça a, c'est que si je ralentis le temps, eh bien, je vais passer plus de temps
j'ai ajouté du bruit plus lentement à un certain niveau et sans doute plus vite à un autre niveau. D'accord ? La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour des raisons, surtout pratiques. Enfin, on pourrait l'expliquer en fait en regardant un peu la décomposition en fréquence de XT. Mais tout ça pour vous dire que quand on commence à toucher en fait à la vitesse du Horstein-Lembeck, etc., les formules qu'on obtient sont un peu plus générales que celles que Stéphane a écrites au tableau. Et donc c'est pour ça que la plupart du temps, ce qu'on écrit, c'est juste, bon, voilà, je sais juste que j'ai un XT qui est une combinaison linéaire de mes données et de mon bruit, et je sais que quand t il est égal à 1, donc enfin, voilà, si j'accélère le temps, je peux supposer qu'au temps égal à 1, c'est comme si j'étais au temps égal à infini dans mon Horstein-Lembeck. Donc quand je suis au temps égal à 1, bah, j'ai plus que du bruit, et au temps égal à 0, j'ai plus que mes données. D'accord ? Voilà. Ça, c'est l'approche, on va dire, un peu moderne des modèles de diffusion. Si vous regardez les papiers, c'est souvent écrit comme ça. Voilà. Donc, voilà, ça c'est juste, je vous donne juste un exemple ici d'un certain alpha t et d'un certain sigma t qu'on peut trouver dans la littérature. Encore une fois, la partie importante, c'est qu'au début, on est aux données et qu'à la fin, on est au bruit. D'accord ? OK. Donc ici, pareil, encore une fois, c'est des choses que vous avez vues, mais j'en ai besoin pour les notations. Donc quand on regarde donc pour un certain alpha t et un certain sigma t donné, en fait, ça, je vais pouvoir écrire le processus de noising comme ici, vous voyez le terme de Hornstein, enfin c'est la discrétisation de Hornstein-Lembeck, mais là, vous voyez que cette chose-là, si j'ai ft qui est égal à moins kappa, vous retrouvez exactement ce que Stéphane avait écrit au tableau. Et de la même manière, si j'ai gt qui est égal à sigma, vous retrouvez exactement ce que Stéphane avait écrit au tableau. Voilà. Mais ce que je vous explique juste ici, c'est que il y a un choix qu'on peut faire sur ce ft et ce gt. En fait, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un choix de alpha t et de sigma t. Ce choix de alpha t et de sigma t nous donne un certain ft et gt. Pour ceux que ça amuse, j'ai donné les formules ici. Bon, c'est pas. On peut tous les retrouver avec Fokker-Planck, d'ailleurs. Hein, ça, c'est un bon exercice à faire. Mais tout ça pour dire que voilà, bon, on a cette flexibilité-là. Ça ne change pas l'histoire que Stéphane racontait. Et ce qu'on a à la fin des fins, c'est que quand on va faire le débruitage, c'est ce que vous venez de voir. Pour le débruitage, maintenant, vous avez toujours ces termes ft et gt qu'on a calculés avant, donc ça, ce n'est pas un problème. Par contre, ce qu'on a en plus, c'est le terme de score, d'accord, okay. Et que ce terme de score, vous pouvez le retrouver avec l'identité de Tweezy, donc qui est écrite juste en bas, juste là, voilà, qui est écrite juste en bas. Donc là, j'ai littéralement écrit la même formule. Alors, sachant que moi, j'ai un alpha t en plus parce que j'ai considéré pas la formule avec le exponential minus kappa t de Stéphane. Donc, j'ai pas les mêmes simplifications. Mais voilà. Mais l'idée est vraiment la même. Et comme tout à l'heure, ça, vous voyez que ça, c'est une tâche de denoising, d'accord ? Et donc, du coup, vous pouvez juste plugger votre denoiser que vous avez obtenu avec votre loss L2 ici, d'accord ? Ok. Donc ça, je suis passé rapidement, mais c'est juste la raison pour laquelle je suis passé rapidement, c'est que normalement, c'est encore frais pour vous, vu que vous avez vu ça il y a 15 minutes, 20 minutes. Voilà. J'espère que c'est clair, mais voilà, les choses que sur lesquelles je veux vraiment insister, c'est que, en fait, la manière dont Stéphane l'a présenté, c'est en partant du processus forward. Donc en partant du processus forward, on a introduit Horstein-Lembeck. Et ce que je dis, c'est que on peut changer la vitesse du Horstein-Lembeck pour en fait trouver une certaine interpolation. Enfin, quand on va intégrer le Horstein-Lembeck, on peut. Alors, je vais y arriver. Où est-ce que j'en étais ? Voilà. Quand on change la vitesse du Horstein-Lembeck, on va changer, quand on va intégrer, on va changer l'interpolation. Donc, on peut partir du point de vue du forward noising process, qui est défini en termes de ft et de gt, et ensuite j'intègre tout ça pour retrouver l'interpolation. Mais en fait, on peut aussi partir dans l'autre sens, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on peut partir dans l'autre sens où on part de l'interpolation. Donc maintenant, je vous donne un certain alpha t et un certain sigma t, et à partir de ça, je peux faire le processus inverse, où je vais trouver
un forward noising process qui est associé. D'accord ? Et une fois que j'ai le forward noising process qui est associé, je peux faire le time reversal, etc. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a vraiment il y a vraiment une bijection entre définir l'interpolation à ce niveau-là ou définir le forward noising process. Donc là, ce qu'on a fait ici, c'est que vous voyez, on a défini le forward noising process, on a intégré pour trouver l'interpolation. Ce que je vous raconte, c'est que dans les papiers les plus actuels ou qui s'intéressent à comment choisir ces paramètres de manière optimale, on va plutôt définir l'interpolation pour ensuite définir le forward noising process. D'accord ? Sachant qu'il y a des formules pour passer de l'un à l'autre. OK. Et un petit aparté ici, cette chose-là, le alpha T et le sigma T, dans les papiers de diffusion, c'est ce qu'on appelle le schedule. D'accord ? Donc si vous voyez quelque part que c'est quelque chose qui est mentionné comme étant le schedule, c'est le choix qu'on a fait pour alpha T et sigma T. Voilà. OK. Très bien. Alors, donc ça, c'était la partie petit rappel sur les diffusion models. Maintenant, on va vraiment s'intéresser au problème qui m'intéresse et au problème dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on a fait la partie vraiment générative modeling. Maintenant, je vais d'abord vous présenter comment résoudre ce problème-là, d'accord, dans le cas où j'ai des données qui sont appairées, ou dans le cas où en fait, je m'en fiche de savoir quel est l'appairement optimal. Et ensuite, on va bouger sur ce problème-là. Okay ? Alors, deuxième problème, là, c'est transporter des distributions en utilisant des diffusions. Donc ici, ce qu'on a vu, c'était que le X1, comme je vous l'ai présenté avant, ça venait d'une gaussienne. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'avais vraiment besoin d'une gaussienne ? Alors, où est-ce qu'on s'est servi du fait qu'il y avait une gaussienne ? On s'est servi du fait qu'il y avait une gaussienne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ça nous venait du processus d'Ornstein-Uhlenbeck que Stéphane a écrit. Et c'est là où on voit qu'il y a une grosse limitation. On voit qu'une des limitations principales des modèles de diffusion, c'est que finalement, est-ce qu'on peut aller autre part qu'un modèle gaussien ? Pas vraiment si on prend ce point de vue d'équation différentielle stochastique. En fait, avec les requirements qu'on a fait sur ces équations différentielles stochastiques, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir intégrer, là, le calcul qu'a fait Stéphane, c'est littéralement intégrer l'équation différentielle stochastique. Des équations différentielles stochastiques qu'on peut intégrer, il y en a pas beaucoup. Notamment lorsqu'on a ce terme brownien ici, pour quel terme de drift on arrive à intégrer les équations. Donc quand je dis terme de drift, c'est le terme en kappa xt dt. Pour quel terme de drift on arrive à intégrer ces équations ? Globalement, c'est pour le Ornstein-Uhlenbeck, ou alors des fois, si je mets, on a le Ornstein-Uhlenbeck dégénéré, où je vais mettre kappa égale 0, et dans ce cas-là, j'ai qu'un mouvement brownien. Mais globalement, c'est un peu les seuls cas qu'on arrive à intégrer explicitement, et on a vraiment besoin d'intégrer explicitement ces équations. Un aparté aussi ici, c'est qu'on pourrait changer le mouvement brownien pour mettre un autre type de bruitage, donc par exemple des mouvements alpha stables, etc. On pourrait arriver à écrire des choses, mais bon, d'accord, on peut sortir un tout petit peu de la classe des gaussiennes, mais on ne va pas s'aventurer beaucoup plus loin. Notamment, je ne vais pas réussir à définir un processus de forward noising qui, partant d'une distribution P0, m'emmène à une distribution P1 qui est arbitraire. Ça, c'est complètement hors de propos de faire ça. Alors, la manière dont on va faire ça, c'est que nous, ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est qu'on va réussir en fait à trouver une procédure qui est finalement très très similaire au modèle de diffusion, mais qui en fait marche pour n'importe quel X1 ici, et on n'a pas besoin d'avoir du bruit. Donc ça peut paraître assez miraculeux. Au final, c'est quand même, ça reste assez simple, et les explications sont aussi via l'équation de Fokker-Planck, etc. Voilà, ok, je vais passer ça. Alors, comment ça marche ? Donc, je vais d'abord vous expliquer un petit peu avec les mains la procédure, et ensuite, je vous montrerai un peu les maths qu'il y a derrière. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si les modèles de diffusion en fait, nous viennent de ce que j'ai effacé, donc c'est-à-dire des travaux d'Anderson et de pas mal de travaux des années 60 où
des probabilistes se sont amusés à calculer des time reversals pour des SD sans avoir en tête les applications qu'on a en machine learning maintenant. La procédure que je vais vous montrer ici, ça utilise un outil qu'on appelle la projection de Markov, qui est un outil qui a été développé dans les années 80, en fait en mathématiques pour la finance, et pour en fait calculer des volatilités. Donc c'est assez intéressant qu'en fait finalement, c'est des choses qui ont été inventées dans des domaines complètement différents qui viennent à la rescousse en fait de ces extensions du generative modeling. Très bien. Ok, alors comment on va réussir à faire donc la prouesse de se passer du Hornstein-Uhlenbeck? Eh bien en fait, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre du generative modeling, on peut partir soit du forward diffusion, ou on peut partir de l'interpolation. D'accord ? Donc l'interpolation, c'est la formule du bas, encore une fois, c'est xt est une combinaison linéaire de x0 et du bruit. Et le forward diffusion, c'est quelque chose qui est donné par le Hornstein-Uhlenbeck que vous avez en haut. D'accord ? Et j'ai dit, il y a un one-to-one mapping entre les deux. Le one-to-one mapping, la bijection entre les deux, existe juste parce qu'on a le bruit Z qui est gaussien. Donc, ce que je disais juste avant, c'est que c'est impossible de définir un forward noising process qui nous emmène de P0 à une distribution arbitraire P1. D'accord ? Ça, on est à peu près. J'espère que vous êtes à peu près convaincus de ça. Par contre, je peux faire quelque chose d'autre, qui est que plutôt que de définir un forward noising process, je peux en fait simplement essayer de définir une interpolation. Définir une interpolation, ça, j'ai pas besoin de devoir supposer que j'avais du bruit gaussien ici. D'accord ? Ici, là, quand je définis mon interpolation xt, entre x0 et z, il n'y a rien ici qui me dit que z doit être gaussien. Bon, alors peut-être que ça va poser des problèmes plus tard, mais je veux dire, il n'y a rien qui nous empêche de faire ça de prime abord. C'est exactement ce qu'on fait ici. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va considérer ce que j'appelle un chemin d'interpolation déterministe. Donc, c'est-à-dire ici, c'est vraiment la chose la plus simple qui soit. Donc, c'est-à-dire c'est une combinaison convexe entre x0 et x1. Au temps 0, on a x0, et au temps 1, on a x1. Et ici, x0 et x1, vous pouvez imaginer que, pour revenir à mon fil rouge que j'ai ici, x0, c'est une image de chien blurry, et x1, c'est une image de chien clean, et que ça m'a été donné par mon dataset. Donc ça vient du dataset. D'accord ? Ok. Donc on a ça. Très bien. Et je vais en faire, maintenant que j'ai cette représentation, je peux en faire une version dynamique en fait. Là j'ai le xt que j'ai défini ici. Je peux définir une ODE très simple qui va interpoler entre x0 et x1. C'est pas très compliqué. Là, je dérive juste par rapport au temps. Si je dérive par rapport au temps ceci, j'ai d de xt. Si je dérive par rapport au temps ici, j'ai x1 moins x0. Ok, très bien. Donc c'est exactement ce que je retrouve ici. Et ce x1 moins x0, pareil, c'est pas très compliqué de réécrire ça comme x1 moins xt divisé par 1 moins t. Okay. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que quand j'écris cette équation, j'ai une équation qui me permet de faire qui me permet de transférer ma distribution P0 sur ma distribution P1. Donc là, quand j'écris d de xt qui est égal à x1 moins xt sur 1 moins t dt, si x0 il partait de P0, ce que j'ai, c'est que x1 il a la distribution P1. D'accord ? C'est exactement ce que j'ai écrit au-dessus. Bon, vous pourrez dire, ok, très, très bien, le problème est résolu. Mais non, en fait. C'est là où il y a la subtilité. C'est que le problème n'est pas résolu parce que, imaginez maintenant que vous êtes au moment du sampling, donc au moment de l'inférence. D'accord ? Donc au moment de l'inférence, qu'est-ce que vous voulez faire ? Au moment de l'inférence, je veux partir d'une image de chien qui est blurry, et je veux la clean, enfin je veux la restaurer, pardon, la restaurer pour obtenir une image de chien clean. D'accord ? Bon,
je pourrais dire, OK, très bien, je vais suivre cette dynamique, cette ODE que j'ai ici. D'accord. Là, je suis complètement sorti des SDE, etc. Ne vous inquiétez pas, elles vont revenir juste après. Mais là, si je suis cette ODE, ça veut dire que je dois poursuivre cette ODE, donc je peux faire la version, je peux la discrétiser, etc. Mais je vais devoir calculer ce terme-là, ce terme de drift, d'accord? La vélocité de mon ODE. Bon, j'ai accès à xt, très bien, j'ai accès à un moins t, très bien. Par contre, je n'ai pas accès à x1. D'accord? C'est en ça que le modèle n'est pas markovien, dans le sens où, en fait, quand j'essaye de unroll, quand j'essaie de dérouler mon ODI, en fait, je suis en train. Cette ODI, elle est un peu stupide, puisque, en fait, elle nous dit, pour aller à x1, il faut que je connaisse x1, et ensuite, j'arrive à avoir une dynamique qui ira jusqu'à x1. D'accord? C'est exactement ce que ça nous dit, ça. Hein. Cette chose-là, elle nous dit, c'est une dynamique qui va me permettre en fait, d'interpoler entre x0 et x1, mais elle dépend elle-même de x1. D'accord? Elle dépend du futur. Elle dépend de là où je vais aller. Ok, bon, donc on pourrait se dire, très bien, cette chose-là, elle n'est pas Markov, donc elle n'est pas Markov, elle dépend du futur, donc on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser au moment de l'inférence. Ok. Et c'est là où il y a le... Alors non, pardon, c'est pas encore là où il y a le miracle. Ouais, bon. Avant de vous parler du petit miracle, je vais juste faire une petite extension qui me sera super utile plus tard pour moi quand je vais passer sur mes problèmes de Schrödinger et mon problème mes problèmes de transport. C'est que une chose qui est possible, c'est que plutôt que de considérer l'interpolation déterministe que j'avais tout à l'heure, d'accord, donc ça c'est l'interpolation, c'est la partie déterministe de l'interpolation que j'ai tout à l'heure, je peux aussi rajouter un petit peu de bruit gaussien. D'accord? Donc ici, là, j'ai mis un niveau de bruit epsilon. Là, je mets T-T pour avoir pas de bruit au début et pas de bruit à la fin. Donc je mets juste un peu de bruit avec un bruit maximal au milieu de la trajectoire. La raison pour laquelle je fais ça, c'est à la fois d'un point de vue théorique, donc je vous dirai un petit peu plus pourquoi dans un petit moment, et aussi d'un point de vue ingénierie, je vous expliquerai aussi pourquoi. Voilà. Mais pour l'instant, juste gardez en tête que cette procédure d'interpolation déterministe que je vous ai présentée, en fait, je peux aussi en faire une version stochastique. Et quand je regarde quelle est la version dynamique de cette interpolation-là, enfin, comment je peux écrire ça maintenant comme une... Maintenant, ça ne va plus être une ODI parce que vous avez ce terme de bruit. Quand vous regardez ce que ça devient, en fait, ça devient ce qu'on appelle un pont brownien. Donc, un pont brownien, qu'est-ce que c'est? Un pont brownien, c'est simplement quelque chose qui va nous dire je sample x0, je sample x1, et j'ai quelque chose qui est comme une interpolation linéaire entre x0 et x1, mais avec un petit peu de bruit, sur la trajectoire. Alors pourquoi on appelle ça un pont brownien? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais, non, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'aurai pas le temps. Mais c'est juste pour un pont. C'est un pont brownien parce qu'en fait, cette trajectoire-là et cette trajectoire-là, ça peut être en fait exprimé comme une trajectoire brownienne qui a été conditionnée au temps 0 pour partir de x0 et conditionnée au temps 1 pour arriver à x1. Donc en fait, je vous donne x0, x1, et ensuite je vais vous essayer de remplir ça avec un brownien du mieux que vous pouvez, vous obtenez ce genre de trajectoire. Très bien. Et là, vous avez des interpolations qui vous sont données par... Ici, c'est l'interpolation déterministe, et ça, c'est l'interpolation stochastique. OK. Bon, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, je reviens à mes moutons sur le côté non markovien. Bon, le côté non markovien, il est embêtant ici, parce qu'en fait, il ne me permet pas du tout d'avoir un modèle qui me permet d'aller de P0 à P1 en pratique. Mais en fait, ce qu'on peut se dire, c'est on peut faire un leap of faith et dire moi, j'ai remplacé x1, je vais remplacer par ma meilleure estimation de x1 au temps t. Donc, juste ce que je vais faire, c'est quoi ma meilleure estimation de x1 au temps t? C'est l'espérance conditionnelle de x1, sachant xt. En gros, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de prédire, vous êtes au temps t à xt, vous observez xt, vous êtes c'est quoi le x1? C'est quoi le x1 que je devrais observer? Donc si vous remplacez ça, x1, par l'espérance conditionnelle de x1 sachant xt, bon, c'est un modèle qui est tout à fait valide, d'accord? Enfin, là maintenant vous avez un modèle qui est Markov, donc ça vous pouvez l'utiliser au moment de l'échantillonnage, mais est-ce que ça fait ce que vous voulez? Enfin, est-ce que vous arrivez quand même à la bonne distribution à la fin? Ici? Eh bien, en fait, la réponse est oui. Ce qui est assez étonnant, c'est que cette dynamique qui est non markovienne,
Et cette dynamique qui est la version markovienne, enfin qui correspond à la version markovienne de cette chose-là, elles ont exactement les mêmes marginales. Donc ça, vous pouvez le montrer en fait en regardant l'équation de... Donc pareil, c'est un exercice assez sympa. Vous pouvez le montrer en fait en regardant juste Fokker-Planck. Vous regardez les équations de Fokker-Planck, donc qui régissent en fait les évolutions de cette densité et de cette densité. Et quand vous regardez les équations de Fokker-Planck, vous voyez qu'en fait elles ont exactement les mêmes dynamiques. Et donc du coup, si vous croyez en l'unicité des solutions de l'équation Fokker-Planck, eh bien vous avez les mêmes marginales. Voilà. Donc ça c'est vraiment un résultat qui est très 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 joli. Et donc voilà, qui nous vient en fait de Jianji, donc c'est un résultat des années 80, qui était pas mal utilisé en mathématiques pour la finance. Donc voilà, bon, du coup ça c'est l'idée qu'on a ici. Du coup maintenant ce qu'on a, c'est qu'on a cette espérance conditionnelle ici qui apparaît. Comme dans le cadre des diffusion models, où on avait une espérance conditionnelle qui apparaissait, en fait cette espérance conditionnelle, on peut la retrouver comme la solution d'un débruiteur. Et donc en fait, sauf qu'ici, ce n'est pas vraiment un débruiteur, puisqu'on n'a plus vraiment de bruit. C'est plus, on va dire, on va prendre xt, et à partir de xt, on va faire une regression loss pour essayer de retrouver x1 sachant xt. Mais vous voyez que l'idée est quand même très très similaire au diffusion model, dans le sens où vous avez un modèle dynamique, d'accord ? Vous avez une interpolation, un modèle dynamique, et dans ce modèle dynamique, on utilise en fait un denoiser. D'accord. Donc quand epsilon est plus grand que 0, j'appelle ça du bridge matching, parce que c'est du Brownian bridge matching. Quand epsilon est égal à 0, ça a été introduit par Yaron Lipman et co-auteurs. Alors c'est un groupe à méta, donc ils ont appelé ça flow matching. Mais bon, ça a été redécouvert, je pense, au moins 3-4 fois dans la littérature ces 2 dernières années. Donc, des fois, vous trouvez le nom flow matching, des fois, vous trouvez le nom stochastic interpolant, et des fois, vous trouvez le nom rectified flow. À chaque fois, c'est des choses qui sont un tout petit peu différentes, mais globalement, l'idée est toujours la même ici. Voilà. Donc, ça c'est rectified flow, ça, c'est encore une autre possibilité. Le bridge matching, on peut aussi l'appeler stochastic interpolant. Bref, vous avez... Dès que vous entendez un petit peu ces mots-là, c'est pour décrire ce process-là. D'accord ? OK. Donc ici, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à étendre, donc à la fin des fins, avec cette projection de Markov. Ce que vous avez réussi à faire, c'est de construire une dynamique qui va de P0 jusqu'à P1. Si vous regardez un petit peu les paths que vous obtenez, alors, ici, là, en rose, c'est P0, d'accord ? Donc c'est une mixture de 2 gaussiennes. Et en jaune, c'est P1. Okay ? Donc ici, le pairing, je l'ai pris complètement indépendamment et complètement aléatoire. D'accord ? Donc c'est-à-dire que je peux prendre un point ici de x0 et je l'emmène ici à x1, ou alors de x0 ici à x1 ici, un point de x0 ici à x1 et un point de x0 ici à x1. Donc c'est pour ça que ici j'ai montré les trajectoires, mais vous voyez que les trajectoires elles se croisent. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce point aille ici ou que ce point aille ici. D'accord ? Donc là, j'ai montré que quelques trajectoires. Donc ça, ce que je vous ai montré, ce qui est ici à gauche, c'est l'interpolation xt qui est égale à 1 moins t x0 plus t x1. D'accord ? Donc c'est l'interpolation de départ. Donc l'interpolation non markovienne. Hein. Donc là, à gauche, encore une fois, pour être très clair, c'est ça. À droite, je vous ai montré les trajectoires que j'obtiens après l'entraînement de mon petit, enfin ici c'est un tout petit réseau de neurones, après l'entraînement de mon réseau de neurones, c'est le genre de trajectoire que j'obtiens. D'accord ? Alors vous voyez ici, il y a quelque chose qui est assez étonnant qui se passe, et c'est ça va être la propriété clé pour finalement répondre au 3e problème, le problème d'optimal transport, c'est que vous avez des trajectoires très bizarres. Vous pouvez partir de x0 et arriver ici. Donc là, ça fait une trajectoire en ligne droite. Ça me paraît assez bien. Pareil ici. Mais vous avez aussi ce genre de trajectoire très bizarre où vous montez et vous redescendez. Et ici, vous montez et vous redescendez. En fait, ça fait du sens que y a cette trajectoire, puisque quand je regarde en tranche à n'importe quel temps t, si je regarde une tranche ici de mes particules, donc là au temps t qui est égal à 0,005, disons, je dois avoir la même distribution ici et ici. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dois forcément avoir des particules qui montent pour arriver ici, et pareil ici, des particules qui descendent.
Mais quand vous voyez maintenant, j'ai une ODE. En fait, j'ai une ODE qui se comporte très très bien. Donc j'ai une ODE avec des coefficients qui sont localement Lipschitz, et donc notamment j'ai unicité de cette ODE. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai unicité de l'ODE? Ça veut dire que les trajectoires ne peuvent pas se croiser. Dans le cas markovien, les trajectoires peuvent se croiser, parce que j'ai juste spécifié x0, x1 et fait l'interpolation. Maintenant, quand j'ai une ODE, les trajectoires peuvent plus se croiser. Et donc du coup, vous voyez bien que ici, eh ben, ce que le neural network nous dit, c'est que je ne peux pas monter de ce côté-là, parce que ça veut dire que je vais forcément croiser des trajectoires qui nous venaient du chunk qui était en haut. Donc en fait, toutes ces trajectoires qui montent ici, elles redescendent, et toutes les trajectoires qui descendent ici, elles remontent. D'accord? Donc là, il y a un truc assez bizarre qui se passe, qui est que, en fait, j'ai résolu mon problème. J'ai résolu le problème, j'ai transporté mes images de chiens et je les ai restaurées. Par contre, les trajectoires que j'obtiens, c'est vraiment des trajectoires super bizarres. Notamment, cette trajectoire-là, elle n'est pas du tout optimale. Vous voyez bien que cette trajectoire-là, on a envie de dire, en fait, les trajectoires, ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer ce blob-là sur ce blob-là et ce blob-là sur ce blob-là. Alors, c'est ce que je fais, d'ailleurs. J'envoie ce blob-là sur ce blob-là, mais c'est juste que la manière dont je l'envoie, c'est une manière qui est complètement sous-optimale, en faisant cette espèce de chapeau ici et ce chapeau ici. D'accord? Bon, en fait, c'est à ça que je vais répondre dans la dernière partie. Qui maintenant en fait va être dédié à comment obtenir les meilleurs flows possibles. Ok. Oui. Enfin, d'ailleurs, voilà. Donc juste pour finir la petite illustration, là je vous avais montré des trajectoires avec flow matching. Si vous faites la même chose avec bridge matching, vous voyez que vos trajectoires elles sont un peu plus wobbly. Et c'est la raison pour ça, c'est parce que vous avez votre mouvement brownien. D'accord, le mouvement brownien qui apparaît ici. Et évidemment, plus epsilon est grand, plus les trajectoires sont bruitées, plus epsilon tend vers 0, plus les trajectoires ressemblent au flow matching. Voilà. OK. Donc, dans le temps qui me reste, maintenant, là, je vais vous parler du problème qui m'intéresse. Donc, les problèmes d'optimal transport, de Schrödinger bridge et comment on arrive au point sur les diffusions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a fait un rappel sur les diffusions en tant que modèle génératif, d'accord? On a fait une extension des modèles de diffusion en prenant le point de vue interpolation pour arriver à transporter une distribution P0 sur une distribution P1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le flow matching, stochastic interpolant, rectified flow, etc. Maintenant, je reviens sur mon problème de transport de départ et on va break down le problème pour en fait réussir à prendre l'approche que je viens de vous présenter et la forcer dans ce problème de optimal transport. Alors, comment ça marche? Donc, tout d'abord, en fait, ce qu'il va nous falloir, c'est donner une version dynamique au problème d'optimal transport. D'accord? Donc, ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'était au tout début, si vous vous rappelez, c'est que le problème d'optimal transport, comme je vous l'ai écrit, c'est très gentil, mais je n'ai pas du tout cette version dynamique d'apprendre un vector field, d'apprendre un score, d'apprendre un noiser, etc. J'essaie vraiment d'apprendre, de pousser directement avec mon mapping T. OK. Bon, en fait, il y a donc ce qu'on appelle la formulation de Benhamou-Brognier du transport optimal, qui nous dit que, donc qui est vraiment la version dynamique du transport optimal, qui nous dit que, bien, en fait, pour trouver ce mapping T star, en fait, je peux le trouver comme solution d'une ODE avec un certain drift ici. Donc, je partirai de P0 et je suis mon ODE. D'accord? Et le drift, il satisfait cette propriété. Alors, le drift, il satisfait quoi? La vélocité V, elle satisfait quoi? V star, pardon, elle satisfait quoi? Elle satisfait que quand je pars de x0, il me manque il y a une typo là, ça devrait être P1 ici, et la parenthèse n'est pas fermée. Donc, quand je pars de x0 avec P0, si je suis mon EDE, je dois arriver à x1. D'accord? Donc ça, c'est juste pour avoir les bonnes marginales. Très bien. Il y en a plein des transports qui font ça, notamment le transport que je vous ai montré tout à l'heure. Mais la contrainte que j'ai en plus, c'est que je veux minimiser l'énergie cinétique de mon vector field. D'accord? Et là, vous voyez que c'est pas du tout vérifié par cette chose-là. D'accord? Là, vous voyez que ça va minimiser l'énergie cinétique, parce que l'énergie cinétique, c'est juste d'aller en ligne droite. Par contre, cette trajectoire-là ne minimise pas l'énergie cinétique. Donc, cette chose-là est un transport, mais ce n'est pas le transport optimal. Ce n'est pas le meilleur transport possible. D'accord? Donc, il nous manque quelque chose encore. Mais ça, c'est les deux contraintes que je veux avoir ici. Et pareil,
Et par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est donc quand vous pensez transport optimal, il faut penser straight path. Donc il faut penser à avoir des trajectoires qui sont le plus droites possible, le plus rectilignes possible. Alors, il y a plein d'intérêts pour ça. Pour moi, dans mon cas, c'est par exemple parce que du coup, ça veut dire que les samples que je vais avoir dans mes domaines, dans mon transfert de domaine se ressemblent beaucoup. Okay. Il y a aussi une autre raison pour laquelle on voudrait avoir des trajectoires rectilignes, qui est que si j'ai des trajectoires rectilignes, eh ben, c'est beaucoup plus facile à discrétiser. Et si c'est plus facile à discrétiser, j'ai besoin de pas de discrétisation pour discrétiser mes trajectoires. Et le coût algorithmique d'une diffusion, d'un modèle de diffusion au moment de l'échantillonnage, il est directement lié de manière linéaire au nombre de pas qu'on fait. Et donc du coup, si on a des trajectoires qui sont plus droites, on peut discrétiser de manière plus grossière, et puisqu'on discrétise de manière plus grossière, on paye moins cher pour générer une image. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour tout ce qui est application, où on va devoir servir le modèle ensuite. Voilà. OK. Très bien. Bon, alors là, je vous ai présenté la version déterministe du transport optimal. Moi, la version dont j'ai besoin, c'est la version, donc une extension de Benhamou-Brognier, où maintenant je ne suis plus poussé par une ODI, mais je suis poussé par une SDI. Donc c'est exactement la même condition que tout à l'heure, mais sauf que maintenant je suis poussé par une SDI avec un certain niveau de bruit. Alors en fait, je n'ai pas rentré dans les détails de le pourquoi du comment de ces choses-là, mais en fait vous pouvez réécrire cette chose-là, l'équation, le problème de minimisation que j'ai écrit au-dessus, vous pouvez le réécrire comme une minimisation de KL, mais entre des mesures de probabilité qui sont définies sur l'espace des mesures. Okay. Sur l'espace des PAF, pardon. Donc en fait, cette chose-là, là-haut, si vous utilisez, donc on peut l'écrire comme une KL, à condition de connaître un petit peu de calcul stochastique, et notamment le théorème de Dirzanov, mais je n'irai pas dans les détails ici. Ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est qu'en fait, vu qu'on a ce paramètre epsilon ici, ce paramètre epsilon en fait, nous permet d'avoir plus de flexibilité. Donc d'un point de vue vraiment, on va dire, plus pratique, quand on a ce paramètre epsilon, en fait, ça va nous permettre d'avoir des vélocités qui sont plus faciles à apprendre, parce que ce qu'on va faire, par exemple, c'est que quand on va regarder notre interpolation, on va détruire un petit peu l'image de x0 avec du bruit, et on va utiliser ce bruit pour ensuite reconstruire x1, ce qui est plus facile à faire conceptuellement que de juste prendre x0 et d'essayer de prédire x1 le long d'une trajectoire. Vous pouvez voir ce petit epsilon-là en très high level, vous pouvez y penser comme rajouter un petit peu de generative modeling dans votre problème de transport. Très bien. Bon. Moi, c'est ce problème-là que je vais regarder, et il se trouve que, donc voilà, pareil, encore une fois, une petite illustration de ce que c'est des solutions qu'on devrait avoir et ce que nous donne le bridge matching. Donc on n'y est pas avec le bridge matching. Et donc ce problème, le problème que là je vous ai présenté, c'est le problème de ce qu'on appelle le pont de Schrödinger. Alors pourquoi, pardon, il y a un truc que j'ai oublié de dire, pourquoi on appelle ça le pont de Schrödinger? C'est parce que la version que je vous ai présentée juste au-dessus, ça a d'abord été étudié donc avant même que la notion de SDI et de Markov soit formalisée. Ça a été présenté par Schrödinger donc en 1932, alors qu'il étudiait des particules. Donc il observait des particules à un temps t 0. Il supposait que ces particules bougeaient selon un mouvement brownien, et il les observait de nouveau à un temps t1, et il regardait où étaient ces particules, et ensuite il essayait de trouver quel était le drift, quelle était la vélocité qui avait fait bouger ces particules. Et la version qu'il avait trouvée pour décrire ça, ça revenait exactement à faire cette formulation-là. Bon, il ne l'avait pas écrit comme ça à l'époque, mais c'est pour ça qu'on appelle ça les ponts de Schrödinger. Donc il se trouve que ces ponts de Schrödinger, en fait, c'est des choses qui sont très très contraintes. Vous pouvez imaginer en fait que c'est un petit peu votre gaussienne dans l'espace des processus stochastiques, dans le sens où c'est tellement, le problème à la fin il est tellement contraint que quoi que vous fassiez, globalement vous allez toujours retomber sur le Schrödinger bridge. Donc si vous trouvez un process, donc si vous trouvez un PAF qui commence à P0, qui vous emmène à P1,
qui est Markov, on a vu tout à l'heure à quel point c'était important d'être Markov, et qui est ce qu'on appelle réciprocal, qui est réciproque, pardon. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'être réciproque? Je dis que je suis réciproque si, quand je vais conditionner par rapport à x0 et x1, je retrouve un Brownian bridge. Donc ça, c'est la partie qui, des fois, est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est la seule partie qu'on n'a pas encore expliquée jusqu'à maintenant. Mais globalement, si vous trouvez un processus qui a les bonnes marginales au temps 0, les bonnes marginales au temps 1, qui est Markov et qui est réciproque, il n'y en a qu'un seul, c'est le Schrödinger bridge. D'accord? Donc dans un sens, en fait, c'est un problème. Vous avez un problème de minimisation ici compliqué sur les vector fields avec des SD, etc. On doit prendre l'argmin, on a des contraintes, machin. En fait, je vous dis, le problème est assez simple. Plutôt que de regarder ça, vous regardez juste cette caractérisation-là, et c'est ça que vous allez regarder. Et donc c'est exactement ce. Donc je vais bientôt conclure, mais c'est exactement en partant de cette caractérisation-là qu'on a développé des algorithmes, puisque en fait, une première approche qui a été proposée dans les années 40, c'était de dire très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un processus qui est Markov et réciproque, donc par exemple juste un mouvement brownien qui part de P0, donc j'ai cette propriété 1, 2, 3 qui sont satisfaites, mais pas celle-là, et ensuite de projeter ce processus sur l'espace des processus qui ont la bonne marginale au temps 1 et d'alterner. Donc on fait comme ça, on alterne entre ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cette projection, on peut lui donner un vrai sens mathématique. C'est une projection au sens de Kullback-Leibler. Et quand on fait cette projection entre cet espace-là et cet espace-là, donc on alterne entre ces deux projections, les propriétés de markovianité et de réciprocité sont toujours préservées. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on part de quelque chose qui est Markov et réciprocal. Quand je fais des projections alternées, je préserve mes propriétés ici. Je préserve ces propriétés-là et je vais faire des projections alternées là-dessus. Bon, il se trouve en fait que faire ces projections alternées d'un point de vue dynamique, là je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ça revient à à résoudre un problème de diffusion à chaque étape. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait fait en 2021. Donc c'est ce qu'on appelait le diffusion Schrödinger bridge. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est que ce que vous allez faire, vous partez de vos données, P0, vous allez les bruiter, vous allez apprendre un modèle de débruitage pour partir dans l'autre sens, mais maintenant, ce modèle de débruitage, vous n'allez pas l'initialiser à la gaussienne, vous allez l'initialiser à P1. Donc ça, vous allez toujours revenir comme ça en arrière, d'accord? Ça vous donne une nouvelle trajectoire. Et ce que vous faites ensuite, c'est que maintenant, vous apprenez le time reversal de ce time reversal. D'accord? Donc, et vous enchaînez comme ça. Et en fait, quand vous faites ces différentes procédures-là, ça revient à faire ces projections sur l'espace des distributions qui ont la bonne marginale au temps 0 et la bonne marginale au temps 1. Ça, c'est ce qu'on appelait le diffusion Schrödinger bridge, donc on avait fait ça en 2021. Et plus récemment, donc là c'est plutôt 2023 et 2024, en fait, alors, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que plutôt que de faire les projections sur les espaces, sur les trajectoires qui ont la bonne distribution au temps 0 et la bonne distribution au temps 1, on peut en fait tout simplement, on peut faire quelque chose qui peut paraître complètement fou au départ, c'est de dire je vais prendre une trajectoire qui a la bonne distribution au temps 0, la bonne distribution au temps 1 et qui est réciproque. Donc ça revient juste à choisir, sampler indépendamment x0, x1 et à les lier par un Brownian bridge. Si je sample x0, x1 et que je les lie par un Brownian bridge, je satisfais cette propriété et cette propriété, mais je ne suis pas Markov. Et ensuite à faire la Markov projection. Donc la Markov projection, c'est ce que j'avais décrit juste avant, donc c'est la solution du flow matching, et à alterner les propriétés, et à alterner les projections. D'accord? Donc il y a un truc dont je n'ai pas parlé ici, c'est comment on fait la projection sur les trajectoires qui sont réciproques. En fait, c'est très simple à faire. Il n'y a même pas d'entraînement de réseau de neurones à faire. Mais toujours est-il que, de la même manière que le diffusion Schrödinger bridge, c'est juste un diffusion de modèle itéré, cette approche-là, donc qu'on appelle iterative Markovian fitting, où la version algorithmique c'est diffusion Schrödinger bridge matching, ça revient à alterner des projections. D'accord? Et donc en fait à réentraîner un réseau de neurones et on va résoudre le problème en fait et donc on va réussir à trouver, donc là c'était l'alignement, ça c'était l'alignement qu'on avait à la fin de la Markov projection, donc on avait ces PAF là qui n'étaient pas bons. Quand on a fait la reciprocal projection, vous voyez que maintenant, donc ça c'est ce qu'on obtient après l'étape de reciprocal projection,
on obtient quelque chose qui est plus proche du transport optimal, et on va itérer ça, et à la fin des fins, on peut prouver que ces algorithmes-là vont converger vers le pont de Schrödinger. D'accord? Donc, bon. Je sais que c'était sans doute un peu trop rapide cette partie finale. Je pense que le point qui est juste important pour vous, c'est de se rappeler que, on peut étendre les diffusion models à des choses qui ne sont pas forcément entre data distribution et Gaussian, mais qui peuvent être entre data distribution et data distribution, et qu'en itérant ces processus, en itérant ces procédés d'une certaine manière, d'accord, donc c'est ce que je vous ai présenté avec l'itérative proportional fitting, itérative Markovian fitting, en itérant ces processus, en fait, on peut converger vers le transport optimal et notamment trouver des trajectoires qui sont droites. Voilà, globalement, c'était un peu les seules choses que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais finir avec mon application que je vous avais promis sur les modèles de climat. Donc ici, dans les modèles de climat, souvent ce qu'on a, un des settings qui est possible, c'est d'avoir des vector fields à basse résolution et des vector fields à haute résolution. Alors pourquoi on n'est pas dans un problème paired ici? Eh ben, c'est tout simplement parce que c'est des simulations qui sont faites de manière indépendante. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai la basse résolution que j'ai la haute résolution, et ce n'est pas parce que j'ai la haute résolution que j'ai la basse résolution. Et c'est des simulations qui sont faites de manière indépendante. Donc c'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation de Navier-Stokes sur des grilles assez grandes, avec des contraintes au bord. Donc c'est même pas clair, étant donné la version haute résolution, comment passer à la version basse résolution. Donc on est vraiment dans le cadre des données non appairées. Et le but, c'est de transférer ces versions low résolution à des versions haute résolution. Et c'est là où on applique nos algorithmes. Alors pourquoi on veut faire ça? Évidemment, c'est parce que c'est beaucoup plus simple de faire des versions basse résolution. Et ensuite, donc ça coûte beaucoup moins cher de faire tourner l'algo pour résoudre une PD à basse résolution qu'à haute résolution. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner l'algorithme à basse résolution. Une fois qu'on obtient nos basses résolutions, on applique notre algorithme de Schrödinger bridge pour trouver les versions reconstruites. Et ce qu'on arrive à montrer, c'est que non seulement on a une très bonne qualité des flows, donc c'est des flows qui semblent naturels, mais en plus, c'est des flows. Donc là, vous voyez que par exemple, ce blob bleu, ça correspond au blob bleu qu'il y avait ici. Le blob rouge, vous le retrouvez ici. Pareil, le blob central, vous le retrouvez ici. Donc il y a une très bonne correspondance entre la version haute résolution qu'on trouve par rapport à la basse résolution. Voilà. Donc je vais arrêter ici. Juste pour faire un petit topo. Donc encore une fois, ce que je vous ai présenté, c'était des extensions des diffusions modèles à des choses qui ne sont pas forcément gaussiennes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve flow matching, on retrouve bridge matching, en fait des approches qui sont assez récentes pour décrire ces extensions. Et on peut faire des liens avec des applications du transport, donc notamment les ponts de Schrödinger. Il y a en fait beaucoup de choses qui sont possibles. Donc il y a plein de liens dont je n'ai pas parlé. Si vous êtes intéressé en contrôle stochastique, le contrôle stochastique aussi peut être reformulé dans ce cadre-là. Ici, on n'a pas parlé d'un problème qui est très important. On a toujours supposé qu'on avait accès à des données. Il y a les problèmes de sampling aussi qui sont très importants, dans lesquels on a maintenant, donc ce sont des choses qui sont très présentes en science, où on va avoir en fait accès à une énergie plutôt que d'avoir accès à des samples. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas du tout explorées de ce point de vue-là et qui sont aussi des champs de recherche en fait très actifs pour essayer en fait d'appliquer les techniques des modèles de diffusion à ces frameworks-là. Donc voilà. Donc juste pour conclure, en fait, dans le paradigme en fait un petit peu actuel, je dirais, de la recherche en termes de méthodologie pour les modèles de diffusion, il y a toute une partie qui va essayer d'étendre les modèles de diffusion à ces settings, donc le contrôle stochastique, le sampling, etc. Et il y a aussi toute une partie où on va en fait essayer de rendre ces modèles de diffusion plus rapides et plus efficaces. Donc ça, c'est une partie que je n'ai pas du tout évoquée, mais voilà, c'est quelque chose qui est très important dans la littérature actuellement. Voilà, je vais m'arrêter ici.